Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. On va évoquer les dispositifs de retraite facultatifs, l'épargne retraite, comme on dit. On sait qu'en matière de retraite, il y a vraiment des régimes obligatoires, qu'ils soient de base ou complémentaires. Et il y a ce fameux troisième étage, ces dispositifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui existe en matière de retraite? On parle aussi de retraite supplémentaire. Oui, exactement. Au-delà de ces deux étages, là, de ces deux niveaux, il existe des dispositifs facultatifs et qui ont été d'ailleurs définis très clairement dans l'article 107 de la réforme des retraites de 2010. Et pour faire simple, on va retenir qu'il existe des dispositifs collectifs et des dispositifs individuels, et que dans les dispositifs collectifs, très souvent, ils sont inscrits à titre professionnel, puisque c'est l'employeur qui les met en place au bénéfice de ses salariés, alors que dans les régimes individuels, là vous avez des régimes qui peuvent être souscrits à titre professionnel, particulièrement le régime Madeleine par exemple, ou dans le cadre de privé, à titre privé, et là on pense par exemple au PERP, puisque que vous ayez une activité professionnelle ou pas, vous pouvez souscrire ce type de régime. Donc de grandes familles, collectifs et individuels, et souscrits soit à titre professionnel, soit privé. Voilà comment ça se schématise. Peut-être un tout petit mot sur les régimes collectifs, les principaux. Oui, les régimes collectifs principaux, ce qu'on appelle l'épargne retraite, on a des régimes qui sont dits collectifs à cotisation définie, donc dit article 83, ou les régimes dits à prestation définie, donc les régimes 39, et puis vous avez plus particulièrement ceux qui concernent l'épargne salariale, donc le PERCO, mais qui nécessite un PE en amont, et qui ne sont pas des régimes catégoriels, qui s'adressent à l'ensemble du personnel. Et puis vous avez des régimes qui peuvent être individuels, souscrits par l'entreprise à travers l'article 82 du Code général des impôts aussi. Donc voilà les quatre grandes catégories au niveau collectif. Ça fait beaucoup. Pourquoi avoir créé tout ça ? On est toujours dans la suite logique des 4 dernières réformes, c'est-à-dire que le nombre de trimestres pour obtenir l'autoplein ayant fortement dégradé derrière les taux de remplacement, il se trouve que les seules cotisations que nous versons aujourd'hui à nos régimes obligatoires, quels qu'ils soient, quels que soient nos statuts, ne suffisent plus à nous couvrir face au risque vieillesse, au risque retraite. C'est-à-dire que si vous avez des charges fixes et des charges courantes au moment où vous arrivez à la retraite qui sont supérieures à votre taux de remplacement, ça va poser un problème. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a développé des dispositifs facultatifs pour nous permettre de retrouver ou de couvrir ce niveau de risque minimal, c'est-à-dire couvrir nos charges fixes et nos charges courantes au moment où on arrivera à la retraite. À minima, c'est déjà fait pour ça. Voilà pourquoi ces dispositifs existent. Et d'ailleurs, si on peut faire un parallèle, Laurent, c'est que puisque les seules cotisations au régime de retraite aujourd'hui obligatoire ne nous couvrent plus suffisamment par rapport à ce risque-là, on est dans la même logique que ce qui se passe en santé. C'est-à-dire que ne pas avoir de régime facultatif aujourd'hui de retraite pour se couvrir face au risque vieillesse, c'est un peu comme ne pas avoir de mutuelle complémentaire face au risque santé. C'est exactement le même mécanisme. Voilà pourquoi tout ceci est créé et développé par le législateur. Alors dans ce cadre, on peut se dire que les entreprises vont avoir un rôle à jouer par le biais de ces régimes collectifs. Mais ces entreprises, quels avantages elles retirent à mettre en place un dispositif d'épargne retraite ? L'avantage qu'elles en tirent directement, c'est déjà le bénéfice de traitement fiscal et social de faveur sur ces régimes. D'ailleurs, l'administration fiscale et sociale inscrit ça dans leur propre texte. Ces régimes de retraite viennent améliorer la retraite des salariés à travers un cadre fiscal et social avantageux. Donc, à partir du moment où l'employeur va prendre à sa charge ce risque retraite, ce risque vieillesse à la place de ses salariés et dans un cadre fiscal et social avantageux, c'est à la fois un outil de rémunération pour ses salariés, un outil d'optimisation de la rémunération pour ses salariés. C'est également un outil de fidélisation pour ses salariés. Et lorsqu'on associe ces deux éléments-là, ce sont des outils également de productivité pour lui, à travers ce type de régime. Donc on voit tout le bénéfice que peut en retirer un employeur à mettre en place ce type de régime. Pour finir, je vais revenir au dirigeant lui-même. On connaît la problématique des changements de statut, salariés TNS. Beaucoup d'ailleurs de dirigeants, avant de créer ou reprendre leur boîte, ont été cadres, salariés. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers en matière d'épargne retraite, ces passages ? Oui, alors précédemment, je vous aurais dit oui. Mais le législateur, là, également, développe de plus en plus et crée de plus en plus de souplesse par rapport à ça.
Et en fait, il crée des passerelles entre les différents régimes, ce qui fait que vous pouvez très bien démarrer votre activité en ayant un statut de dirigeant salarié cadre avec un régime de retraite article 83 par exemple. Vous basculez gérant majoritaire, donc dirigeant non salarié, vous mettez en place un régime Madelin, vous revenez ensuite dirigeant salarié à travers une SA, une SAS et vous remettez en place un régime 83. Mais vous pouvez très bien retransférer l'intégralité de ces régimes les uns vers les autres. Est-ce qu'il faut le faire? Il faut quand même être précautionneux par rapport aux caractéristiques techniques des régimes qui ont été souscrits. Il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Mais en tous les cas, il existe des passerelles aujourd'hui prévues par le législateur pour qu'il n'y ait pas d'impasse, il n'y ait aucune impasse en fonction de la trajectoire professionnelle du dirigeant pour qu'il puisse transférer justement les régimes les uns vers les autres, sachant que le dernier régime, le réceptacle commun à l'ensemble de tous, c'est le PERP qui peut récupérer l'intégralité de ces régimes avec une sortie particulièrement efficace puisque on peut sortir sur ce régime-là 20% en épargne avec un prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5 et on voit toute l'optimisation qu'on peut tirer justement de ces passerelles. Mais évidemment, ça nécessite de bien maîtriser ces régimes et d'être assez précautionneux sur les caractéristiques techniques de chacun d'entre eux pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Franck Gisclard, merci. Avec plaisir.